Auditeurs de ici lomé.com, bonjour à tous et à toutes. Ce matin, nous recevons Madame Brigitte Adjamagbo-Kafui, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition, et ceci dans le cadre de notre émission Leader à l'écoute, panel dialogue inter-togolais. Madame Adjamagbo, bonjour. Bonjour. Comment se porte la coalition des 14? J'avoue que c'est un travail de titan de coordonner des partis politiques de différentes idéologies vers un but commun. Il y a aussi le slogan démocratie d'abord et multipartisme après qu'on a retrouvé sur une pancarte au milieu des manifestants entre-temps. Que devons-nous comprendre par là et les démarches de la coalition? Oui, la coalition se porte très bien. Vous avez bien fait de mentionner qu'au sein de cette coalition figurent des partis qui sont fondés sur des idéologies différentes. Mais la particularité de notre coalition, c'est justement que nous avons accepté de laisser de côté nos idéologies. Et ce qui nous unit, c'est le mot d'ordre autour duquel le peuple togolais s'est levé depuis le mois d'août. Et nous sommes tous engagés à faire en sorte que ce mot d'ordre soit entendu, que nous obtenions le retour à la Constitution de 92, pour créer les conditions d'une alternance, c'est-à-dire pour que nous puissions discuter des implications de ce retour, que ensemble nous puissions obtenir que soit mis en place un cadre électoral qui soit favorable à des élections véritablement démocratiques et transparentes au Togo, parce que les peuples verront avec les parodies d'élections que nous avions eues jusqu'ici, et que à cette occasion soit concrétisé le droit de vote des Togolais de la diaspora, et enfin que soit résolue la question de nos institutions qui, pour l'instant, sont verrouillées par le régime à des fins de se maintenir au pouvoir. Donc, ce sont ces préoccupations qui nous réunissent, et tant que nous n'avons pas obtenu satisfaction, eh bien, nous savons que nos idéologies, nous les mettons entre parenthèses. Voilà. Il s'agit de conquérir, de reconquérir les bases de la démocratie. Vous êtes la seule femme en tête d'un parti politique, d'un rassemblement de partis, dans la coordination de la coalition, et vous êtes aussi à l'avant-garde du groupe des opposants. Vous étiez chez le président Alpha Condé à Paris, vous étiez récemment avec le président Nana Addo, vous êtes au four et au moulin. Madame Adjamagbo, beaucoup se disent que la femme apporte toujours cette compréhension plus humaine, sensible, cette rigueur et intégrité, cette compassion et empathie, l'intérêt général, l'objectivité et l'encouragement. Dites-nous comment vous assurez toutes ces valeurs et comment les conciliez-vous avec le désir de la rue ou la pression de la rue? Je dois dire que au sein de la coalition, à partir du moment où nous nous sommes entendus sur l'essentiel, vous vous souvenez de ce que nous sommes mis ensemble en prenant soin dès le départ de nous entendre sur ce que nous voulons faire. Et je crois que ça prépare la base pour que nous puissions agir de manière concertée et coordonnée. Et je dois dire qu'en tant que coordonnatrice,
je n'ai pas de difficultés particulières. Mon rôle, c'est de veiller à ce que les relations au sein de la coalition, je veux dire, les relations humaines puissent être des relations de qualité, nous permettent de travailler ensemble. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les appréhensions que pourraient avoir certains partis politiques sur le plan sur le plan politique. Vous savez, c'est pas évident de travailler à plusieurs et certains pourraient craindre. Hein, il y a toujours des tentations de revenir à des considérations partisanes. Mon rôle, c'est de rassurer les uns et les autres que ce que nous faisons ensemble n'est pas contradictoire et n'empêchera pas, lorsque nous aurons obtenu gain de cause, que les aspirations, les ambitions partisanes sont légitimes, puissent s'exprimer. C'est de veiller à ce que ceux qui se sentent menacés soient rassurés. Ceux qui se sentent menacés dans leur position politique soient rassurés. Et peut-être, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais je dois dire que cela se passe plus ou moins bien. On n'a pas de difficultés majeures. C'est vrai qu'il y a des sensibilités différentes, mais une fois que nous nous mettons d'accord sur le fond de nos positions et des messages à délivrer, nous veillons aussi à ce que la manière dont les chefs de parti, membres de la coalition, délivrent ces messages-là ne laisse pas, ne donne pas l'impression qu'il y a des divergences. Et jusqu'à présent, cela nous réussit assez bien. Chacun fait l'effort de s'en tenir aux positions qui sont les positions communes que nous avons arrêtées ensemble. Bon, maintenant, est-ce qu'une femme, ça fait une différence? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, si vous dites, vous vous entendez au départ sur ce que vous voulez faire, d'une part, il y a aussi la donne de la rue qui guide vos militants, qui guide vos démarches. Alors, il y a cette phrase qui circule, il faut faire attention de ne pas démobiliser la rue. Nous l'avons entendu dans la diaspora plusieurs fois, dans les forums de WhatsApp, sur les médias sociaux. Alors, la rue étant le contrepoids, l'élément principal du rapport de force entre la coalition des 14 et le pouvoir, cette peur de démobiliser la rue n'agit-elle pas sur vos méthodes de négociation, vos démarches, au risque de vous faire démarquer de ce qui va dans l'intérêt de ce même peuple? Mais vous savez, la force de la coalition, c'est la détermination du peuple qui aujourd'hui reconnaît la coalition comme la force politique qui défend ses intérêts. Et nous savons que cette mobilisation-là est au top. Et nous savons que nous devons faire attention à ne pas abuser de cette ressource. Il n'y a pas que la mobilisation, la mobilisation est très importante, mais nous avons confiance qu'elle ne suffit pas. Et nous devons y ajouter d'autres moyens. Nous devons la combiner avec d'autres moyens pour que nous ayons le plus rapidement possible les résultats que nous attendons. Et vous verrez, vous constaterez que de plus en plus,
nous sommes en train de mettre en place une diplomatie au sein de la coalition. Nous prenons des contacts, nous allons vers des institutions, vers des acteurs qui font, notamment les chefs d'État, pour expliquer nos positions, expliquer aujourd'hui ce que le peuple veut. Le peuple veut que soient posées à nouveau les bases de la démocratie comme nous l'avions fait au début des années 80. Le peuple veut enfin rompre avec un régime séquentenaire. Et ce sont des éléments essentiels auxquels nous tenons, et aussi longtemps que nous tiendrons à ces éléments, nous sommes convaincus que la détermination restera. Vous avez mentionné vos contacts avec les chefs d'État pour expliquer la situation. Vous avez parlé de plus rapidement possible parce que vous voulez que les choses aillent pour le mieux et dans le temps. Vous avez parlé de diplomatie. Nous avions reçu une question, une préoccupation d'un de vos militants. Il estime que toute l'année, beaucoup de leaders de la coalition ont toujours dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais à la veille de chaque dialogue, l'opposition a toujours eu des préalables qu'il considère comme la même démarche. Il déclare qu'un membre de sa famille actuellement incarcéré, il espère le voir libéré. Alors, il se réjouit des réclamations qui comportent la libération des détenus. Son inquiétude, c'est que ce monsieur dit que 5 mois se sont passés du moment des préalables à aujourd'hui. Mais il se demande que si le dialogue avait démarré peut-être sur considération d'une autre alternative, il estime que le dialogue aurait certainement duré un mois, moins de mois, une ou 2 semaines au minimum. Et d'ici là, l'opposition et le pouvoir auraient pu arriver à des compromis et conclure une libération ou une amnistie qui devait englober tous les prisonniers politiques du dossier des marchés comme les autres détenus politiques. Tous ces gens auraient été libérés. Au cas échéant, souligne-t-il, qu'un gouvernement d'union ou de transition composé des deux côtés serait assorti du dialogue pour juger les gens dans un délai très bref, et peut-être tout cela aurait fini en moins de mois. Alors, comparé, selon lui, au mois qu'ont duré les 5 mois, qu'ont duré les préalables, il se demande si c'est la bonne méthode, la bonne alternative qui a été adoptée. Madame, rentrant dans votre précision sur vos relations avec les chefs d'État et la diplomatie, je me rappelle à votre retour de Paris, vous aviez souligné que le conseil d'Alpha Condé était à Lomé, il a beaucoup facilité la libération des gens. Aujourd'hui, les gens se demandent si la liste des détenus ne s'est pas allongée, la liste des pertes en vie humaine ne s'est pas allongée durant ce délai. Ou est-ce que les gens seront à la longue découragés? Mais non, moi je pense que la question des mesures d'apaisement, il est question de faire en sorte que le régime, qui n'a pas du tout réagi aux revendications du peuple, mais qui au contraire a réprimé les manifestations, il est question de faire en sorte que le régime montre qu'il veut aller à la paix. Et de préparer en même temps le terrain pour que le peuple puisse accompagner les acteurs politiques qui font au dialogue. Et ça fait 1 mois, disons en gros, depuis Paris, que nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de ces mesures d'apaisement.
Comme vous le mentionnez, la Guinée a travaillé et continue de travailler à l'obtention de ces mesures d'apaisement. Le Ghana aussi s'y est mis. Et la position de la Guinée est très claire. Il faut réussir cette étape d'apaisement. C'est ça qui va créer les conditions de sérénité pour que le dialogue puisse avoir lieu. Si on reconnaît que c'est important qu'il y ait apaisement, eh bien, ça sert à quoi de se précipiter pour continuer, pour commencer à discuter, alors que il y a encore beaucoup de frustration. Frustration au sein de la classe politique, frustration au sein des populations. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne sais comment la terminologie de préalable a fait son apparition et moi, j'ai comme l'impression que c'est ce régime qui, encore une fois, croit pouvoir glisser cette peau de banane-là qui est de l'opposition. Le problème n'a jamais été posé en termes de préalable. Mais en termes de revendication. Il a été posé en termes d'actes à prendre, à adopter pour que les cœurs soient apaisés et que, en toute sérénité, nous puissions discuter. Mm-hmm. Donc, ça fait un mois que la Guinée et le Ghana travaillent sur ces mesures. Certaines des mesures ont été prises, mais nous sommes aujourd'hui, lorsque l'on fait l'évaluation de ces mesures d'apaisement, en réalité, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez normal que des villes comme Bafilo, Sokolé et Mango, plus loin, que ces villes-là soient encore contrôlées, soient encore sous dispositif militaire? Pas plus tard qu'il y a 8 jours ou 8 ou 10 jours, eh bien, l'un d'entre nous a été arrêté parce qu'il était allé dans son village à 9 km de Sokodé. Il a fallu qu'on intervienne pour qu'on le libère au bout d'un temps. Alors vous allez considérer que l'état de siège est levé à Sokodé. Ça fait 3 semaines que nous demandons à organiser des manifestations à Sokodé. On nous dit, attendez d'abord. Pourtant, il y a eu une annonce disant que l'état de siège est levé, il y a la liberté de manifester se reprendre partout sur le territoire national. On a libéré certains détenus. On a libéré les 2 imams qui sont des figures emblématiques des personnes détenues. On est d'accord. Mais à ce jour, il y a encore au moins une centaine de détenus. Et bien plus, on continue d'arrêter des gens. On en a arrêté encore jeudi. Alors, vous voulez que dans ces conditions-là, on considère qu'il y a apaisement, considérer même la répression qui a eu lieu jeudi. Est-ce que vous avez vu cette vidéo dans laquelle on arrête un citoyen togolais, un être humain, qu'on jette dans un véhicule et sur lequel on saute sur un être humain? Vous avez déjà vu ça? Et vous pensez que le gouvernement a fait des efforts pour aller à l'apaisement et que cela nous permet
de commencer à discuter. Qu'est-ce que vous voulez que les Togolais pensent de nous, leaders politiques, avec toutes ces frustrations qui demeurent? Donc, en fait, ne posons pas le problème en termes de préalable. Posons le problème en termes de nécessité de discuter en toute sérénité, en termes de discuter alors que les Togolais nous accompagnent dans l'effort que nous allons faire en tant que classe politique pour trouver des solutions idoines aux revendications légitimes du peuple togolais. C'est ce que nous voulons. Et nous sommes en contact régulier avec les deux pays. Ces questions, nous en avons discuté avec le président ghanéen lorsque nous l'avons rencontré. On lui a fait le point sur la mise en œuvre des mesures d'apaisement. Et il a promis qu'il va, une fois encore, agir et faire en sorte que très rapidement, nous puissions entamer le processus de dialogue proprement. Donc voilà, je voudrais dire à ces militants de ne pas craindre quoi que ce soit. Nous ne refusons pas le dialogue. L'opposition ne refuse pas le dialogue. Au contraire, nous avons l'impression que c'est le régime qui ne veut pas aller au dialogue. C'est lui qui, après être allé chercher des pays pour servir de médiateur, semble les trouver encombrants aujourd'hui et veut faire croire que le niveau du conflit n'est pas aussi grave qu'on le pense et que entre Togolais, nous pouvons discuter sans la présence d'un médiateur. Ce qui n'est pas du tout vrai. C'est une façon, encore une fois, de minimiser le conflit togolais. Ce qui est important cette fois-ci et que nous sentons chez les Togolais, c'est qu'il faut régler une fois pour de bon. Il faut régler durablement le problème togolais. Et pour le faire, il faut prendre le temps qu'il faut. Ça Voilà. Voilà, ça rejoint la prochaine question. Tout le monde se dit vraiment, cette fois-ci, il faut régler les divergences politiques pour de bon et nous n'avons plus droit à l'erreur. Est-ce qu'il y a, madame, nécessité de faire les négociations autrement par rapport à 2006, à Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, ou se référer à un modèle béninois, par exemple, ou tout comme celui d'autres pays qui ont réussi ce sursaut? Une question que nous avons posée presque à tous les participants de ce panel. Vous savez, au sein de la coalition, nous sommes animés par le souci d'apporter une réponse durable à la crise. Apporter une réponse durable veut dire que les solutions que nous trouverons doivent permettre aux Togolais de réaliser leurs aspirations profondes au changement. Leurs aspirations profondes à rompre avec un régime cinquantenaire. À partir du moment où nous pouvons atteindre cet objectif, eh bien, au sein de la coalition, tout le monde est disposé à faire les concessions qu'il faut pour qu'il ne soit pas dit que notre pays continue d'être, après les discussions, le seul à se singulariser par le fait qu'il n'y a pas
de dissolution qui laisse entrevoir désormais aux Togolais que quand ils ne sont pas contents de leur gouvernement, ils peuvent les changer. Eh bien, à partir du moment où on peut trouver des solutions qui nous permettent d'aller dans ce sens, nous sommes prêts à faire toutes les concessions. On est prêt à faire toutes les concessions pour rompre avec 50 ans de même régime. Est-ce que nous parlons de 50 ans de même régime? Croyez-moi, tous les interlocuteurs le comprennent. Aucun ne nous a encore dit, vous exagérez, faites des concessions pour que ce régime demeure. Aucun. Au moins, même si le pense, on ne sait jamais, ils ont eu la décence de ne nous le jamais dire. Ça veut dire que tout le monde comprend que c'est un problème auquel nous devons trouver des solutions cette fois. Mais dans ce contexte de concession et le contexte béninois, il a été dit que les Béninois ont mis la priorité sur une proposition d'amnistie avec le président Kérékou dans leur temps. Et après cela, ça a été fait dans les coulisses et c'est ça qui a facilité. Nous sommes prêts. Le dialogue inter-togolais se tiendra dans les prochains jours, si tout se passe bien. Selon vous, quelle doit être la priorité des priorités sur la liste des sujets qui vous tiennent à cœur ou des sujets qui seront débattus? Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à cette question parce que nous devons définir ensemble, les deux parties devront définir ensemble l'agenda du dialogue. Et nous devrons discuter des questions importantes qui constituent des préoccupations pour le peuple togolais. Le retour à la Constitution de 92. Est-ce que nous entendons par là comment, en tant que classe politique responsable, nous pourrions trouver une solution à cette revendication des populations? Il me semble que c'est un sujet important dont nous devrions discuter. Alors, comment allons-nous, quels sont les principes que nous devrions arrêter pour que désormais les techniciens qui mettront en œuvre ces principes-là puissent nous sortir un cadre électoral qui permette la tenue de l'élection démocratique. Les sujets dont nous devrons discuter. La question des institutions, il faut les prendre une à une. Il faut les prendre une à une et voir comment faire en sorte que nous n'assistions plus à ce qui prévaut en ce moment et qui fait que les Togolais ne font plus confiance, ne font pas confiance à leurs institutions. Comment voulez-vous que nous puissions avoir une vie démocratique normale, comme le souhaitent tous les Togolais, si nous avons des institutions qui ne peuvent pas réguler le jeu démocratique? Ce n'est pas possible. Donc, ces questions-là, il faudra en discuter. Et il faut voir, une fois qu'on aura pris des décisions, comment allons-nous faire pour nous assurer que ces décisions seront effectivement mises en œuvre et que nous n'allons pas nous retrouver encore dans la situation de l'accord que nous avons signé depuis 2006 et qui n'a jamais été mis en œuvre. On ne va pas recommencer tout le temps les mêmes erreurs. Et quelles sont les garanties que nous mettons en place pour que
ce que nous aurons décidé soit effectivement appliqué. C'est des questions auxquelles nous ne pourrons pas échapper. Alors, si les discussions se passent bien, que pourriez-vous prédire à la suite du dialogue pour que le Togolais lambda puisse avoir une idée après avoir enduré? Vous savez, nous, la coalition a rendu public un mémorandum qui a été édité et qui est diffusé, qui a été envoyé à des acteurs et institutions qui peuvent nous aider à trouver une solution au problème congolais. Et dans ce mémorandum, nous sommes très clairs. Il faut qu'à l'issue des discussions, nous puissions mettre en place une transition qui nous permette de remettre les choses à plat, qui nous permette qui permettent aux organes de la transition, avec un cahier de charges bien précis, de mettre en œuvre les décisions du dialogue, de sorte qu'à la fin de la transition, on puisse organiser des élections véritablement démocratiques, permettant au peuple de choisir Vous la parlez, nouvelle équipe. vous parlez d'une transition d'un gouvernement composé des deux côtés, l'opposition et le pouvoir, ou Mais ce qui est important, c'est que il faut une transition. Et il faut que la transition soit dirigée par des gens capables de mettre en œuvre ce que nous aurons décidé, des gens qui assumeront leurs responsabilités face à l'histoire. Une transition qui sera mise en place en prenant en compte les erreurs que nous avons eu à commettre par le passé, au début des années 90, de manière à éviter les déboires que nous avons eus. Il s'agira, en quelque sorte, de faire en sorte que ce que nous n'avons pas pu bien faire par le passé, que nous puissions bien le faire cette fois-ci, de manière à créer les conditions pour une vie démocratique normale et pour que le Togo, le développement économique et social du Togo décolle. alors s'il faut citer une seule chose que vous voulez voir être accomplie d'ici la fin de ce dialogue, ce serait quoi? Non, mais je ne pense pas que le problème puisse être posé en ces termes, parce qu'en réalité, c'est un ensemble de réponses qu'il faut apporter. Il n'y a pas une réponse qui se suffit à elle-même et qui permette de régler le problème togolais. C'est un ensemble de réponses qui vont concourir à donner satisfaction aux revendications. Bien, une dernière question. La diaspora, vous étiez dans la diaspora pendant un moment en France, certains étaient aux États-Unis. Est-ce que la diaspora sera au dialogue intertogolais? Mais nous avons commencé à discuter du cadre du dialogue. Et il est extrêmement important de tenir compte des expériences passées et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de faux fuyants, de faire en sorte que
le dialogue ait lieu entre les véritables protagonistes. Ça, c'est quelque chose d'important sur lequel nous avons insisté. Et les protagonistes aujourd'hui, c'est le régime d'un côté et de l'autre, la coalition des 14 partis de l'opposition. Maintenant, vous posez le problème de la diaspora. Eh bien, pour nous, naturellement, la diaspora fait partie de ce peuple qui est debout et au nom duquel nous sommes en train d'agir. La diaspora fait partie de la base sans laquelle l'action de la coalition n'aurait aucune légitimité. Et donc, nous avons commencé à faire des consultations. Nous avons, en dehors de la diaspora, il y a la société civile, il y a les autres partis politiques qui ne sont pas membres de la coalition des 14, mais qui ont la même vision que nous. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons pris les décisions pour nous assurer que tout ce que nous dirons là-bas, tout ce que nous dirons pendant le dialogue, prenne en compte les préoccupations des partis qui ne sont pas de la coalition des 14, de la société civile qui se bat elle aussi. Nous avons commencé des consultations et nous trouverons le mécanisme aussi pour nous assurer que la diaspora pourra exprimer ses préoccupations et s'assurer qu'elles soient prises en compte au